L'été 1941. Quelque part dans les plaines d'Ukraine, un sous-officier allemand regarde par sa fente de visée et ne comprend pas ce qu'il voit. Son char envoie salve après salve sur une machine soviétique qui avance sans ralentir. Les obus rebondissent sur la carapace inclinée comme des cailloux sur un mur de pierre. Le sous-officier hurle dans son interphone, commande une retraite, mais il est déjà trop tard. Le canon soviétique tourne lentement vers lui, et c'est la dernière chose qu'il verra jamais. Ce jour-là, les Allemands ont compris que leur domination sur les champs de bataille venait de prendre fin. Depuis septembre 1939, la Wehrmacht avait tout écrasé sur son passage. La Pologne en 18 jours, la France en 6 semaines, la Grèce et la Yougoslavie en quelques jours à peine. Les Panzer III et Panzer IV traversaient les défenses ennemies comme un couteau dans du beurre, et personne dans l'état-major allemand ne doutait sérieusement de la supériorité technique de leurs blindés. L'opération Barbarossa, lancée le 22 juin 1941, devait être la dernière grande campagne avant la victoire totale. Les généraux parlaient de 6 semaines, peut-être 8, personne ne parlait d'1 an, encore moins de 4. Les premières semaines de l'opération semblaient confirmer toutes les prévisions. Les groupes de Panzer de Guderian et Hoth avançaient à une vitesse stupéfiante, encerclant des armées entières, faisant des centaines de milliers de prisonniers. Minsk tombait en moins d'une semaine, Smolensk en moins d'1 mois. Mais dans les rapports des commandants de chars, une note discordante commençait à apparaître de plus en plus souvent. Les équipages décrivaient des machines soviétiques que leurs obus ne pouvaient pas détruire, des machines qui encaissaient les tirs de face sans ralentir, qui détruisaient les panzers allemands à des distances auxquelles ceux-ci ne pouvaient même pas riposter efficacement. Au début, les officiers supérieurs refusaient de croire ces rapports. On parlait de panique, d'exagération, de soldats ébranlés par les premières vraies difficultés de campagne. Mais les télégrammes continuaient d'affluer de tous les secteurs du front, et leur contenu était identique. Quelque chose de nouveau et de terrifiant patrouillait les steppes soviétiques. Ce char s'appelait le T-34, et sa rencontre avec les Allemands allait changer le cours de la guerre. Ce fut en octobre 1941, près de la petite ville de Mtsensk, que les Allemands eurent leur véritable leçon. La 84e brigade blindée du colonel Katukov tendit une embuscade aux éléments avancés de la 4e division Panzer. Katukov avait compris intuitivement comment exploiter les avantages de sa machine. Il dispersait ses T-34 dans les bois et les ravines, les faisant tirer depuis des positions couvertes sur les flancs des colonnes allemandes. Un Panzer III touché de face par un T-34 à 800 mètres ne voyait même pas d'où venait le coup fatal. En quelques jours de ces combats, la 4e division Panzer perdait plusieurs dizaines de blindés. Son commandant envoyait à Berlin des rapports affolés, demandant des renforts et des explications. Et Guderian lui-même, le père de la guerre blindée allemande, le stratège qui avait traversé les Ardennes et brisé la France en mai 1940, était contraint d'admettre par écrit que l'ennemi disposait d'un char supérieur à tout ce que possédait la Wehrmacht. Sa note de service au commandement suprême était directe et sans concession. L'armée avait besoin d'un nouveau char, immédiatement. Un char capable de tenir tête au T-34, de préférence de le surpasser dans tous les domaines. Et pour comprendre comment construire cet engin, les Allemands allaient d'abord étudier leur adversaire jusqu'au dernier boulon. Des équipes techniques reçurent l'ordre de récupérer des exemplaires capturés du T-34 et de les expédier en Allemagne pour analyse complète. Les ingénieurs de la Wehrmacht et des grands groupes industriels démontèrent ces machines pièce par pièce, mesurant, pesant, testant chaque composant. Ce qu'ils découvrirent les stupéfia profondément, et pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Le T-34 n'était pas un chef-d'œuvre de précision horlogère à l'allemande. Ses soudures étaient grossières, ses tolérances de fabrication bien moins serrées que celles des Panzers. Mais ces concepteurs soviétiques avaient fait quelque chose de beaucoup plus intelligent que de chercher la perfection technique. Ils avaient résolu des problèmes fondamentaux de manière radicale et efficace, en faisant des choix que les Allemands n'auraient jamais osé faire. La découverte la plus bouleversante concernait l'inclinaison des plaques de blindage. Le T-34 n'avait pas une armure verticale comme les Panzers allemands. Ces plaques étaient fortement inclinées, ce qui créait un phénomène balistique simple mais dévastateur. Un obus frappant une surface inclinée à 60 degrés de la verticale ne rencontrait pas l'épaisseur nominale du blindage, mais une épaisseur effective bien supérieure.
Qui plus est, il avait tendance à ricocher plutôt qu'à pénétrer. Une plaque frontale de 45 mm d'acier inclinée correctement offrait une protection comparable à une plaque verticale de 90 mm. Les Allemands, avec leurs plaques verticales et leurs angles droits, avaient construit des chars qui ressemblaient à des forteresses, mais se comportaient comme des boîtes en fer blanc face à cet adversaire-là. Le deuxième enseignement concernait le moteur. Le T-34 fonctionnait au diesel, un carburant beaucoup moins inflammable que l'essence utilisée par les Panzers allemands. Quand un Panzer III était touché, l'essence s'enflammait souvent en une fraction de seconde, transformant la machine en crématorium pour son équipage. Les T-34 touchés brûlaient aussi, bien sûr, mais moins vite, moins systématiquement, laissant parfois aux hommes le temps de s'extraire. Les ingénieurs allemands notèrent ce point, mais choisirent de ne pas en tenir compte dans la conception du nouveau char, pour des raisons logistiques sur lesquelles nous reviendrons. Le troisième élément qui frappa les techniciens allemands fut les chenilles larges du T-34. 60 millions de kilomètres carrés de boue, de neige et de marécages séparaient les usines soviétiques des lignes de front, et les concepteurs du char avaient intégré cette réalité géographique dans leurs machines. Les chenilles larges répartissaient le poids du blindé sur une grande surface, lui permettant de traverser des terrains qui engloutissaient les panzers allemands à chenilles étroites. Cette leçon-là, les ingénieurs allemands l'avaient bien retenue. En novembre 1941, alors que les premières gelées bloquaient l'avance allemande devant Moscou, le ministère de l'Armement passait commande à 2 entreprises concurrentes. Les firmes Daimler-Benz et MAN devaient concevoir chacune un prototype de char moyen capable de surpasser le T-34. Le cahier des charges était explicite sur un point essentiel. Les ingénieurs devaient s'inspirer des solutions découvertes sur le char soviétique. L'Allemagne, qui avait cru dominer la technologie blindée, se retrouvait à copier son ennemi. C'était une humiliation que Berlin préférait taire, mais que les ingénieurs vivaient comme un défi professionnel. Ils allaient prendre les idées des soviétiques et les améliorer à leur manière. Ils allaient créer quelque chose de supérieur. Quelque chose qui porterait un nom d'animal noble et dangereux. Quelque chose qu'ils appelleraient le Panthère. Daimler-Benz fit le choix le plus audacieux. Leurs ingénieurs décidèrent de copier le T-34 presque tel quel, sans honte et sans détour. Moteur diesel à l'arrière, tourelle décalée vers l'arrière du châssis, plaque de blindage fortement inclinée reprenant exactement les angles soviétiques. Le prototype ressemblait tellement au char ennemi que des officiers de la Wehrmacht exprimèrent des inquiétudes sérieuses sur les risques de confusion en combat. Des soldats allemands pourraient tirer sur leur propre char. L'argument était absurde sur le fond, mais révélateur d'un malaise profond. L'Allemagne, nation de Krupp et de Porsche, se retrouvait à photocopier une machine soviétique. MAN fit un choix radicalement différent. Leurs ingénieurs conservèrent la disposition traditionnelle allemande, avec la transmission à l'avant et le moteur à l'arrière, mais empruntèrent aux soviétiques ce qui comptait vraiment: le blindage incliné et un nouveau système de suspension à grands galets disposé en quinconce. Ce n'était pas une copie, c'était une synthèse. Hitler examina personnellement les 2 projets au printemps 1942. Le Führer avait une fascination bien connue pour la technologie militaire, et il intervenait régulièrement dans les décisions techniques, au grand désespoir de ses ingénieurs. Face aux 2 maquettes, il penchait initialement pour le projet Daimler-Benz, séduit par son audace conceptuelle. Mais les experts militaires firent valoir des arguments pratiques imparables. La tourelle reculée du projet Daimler réduisait les angles de tir latéraux. Le moteur diesel exigeait une refonte complète de la logistique de carburant de la Wehrmacht, entièrement construite autour de l'essence. Et surtout, les bords droits du châssis Daimler créaient des zones d'ombre balistiques que les ingénieurs de MAN avaient soigneusement évitées. Le contrat fut attribué à MAN en mai 1942. Daimler-Benz, humilié, reçut en compensation une commande de production du char de son concurrent. C'était une façon particulièrement cruelle de clore le débat. Le prototype MAN fut prêt à l'automne 1942 et sa présentation provoqua une réaction immédiate chez tous ceux qui le virent pour la première fois. La machine dégageait une impression de puissance brute que les Panzers précédents n'avaient jamais eue. Le blindage frontal supérieur, épais de 80 mm et incliné à 55 degrés, offrait une protection effective de 140 mm contre les obus ennemis,
surpassant même le Tiger, dont la plaque frontale verticale de 100 mm était pourtant réputée inviolable. Les flancs, en revanche, n'étaient protégés que par 40 mm d'acier vertical. Ce déséquilibre flagrant entre la protection frontale extraordinaire et la vulnérabilité latérale constituerait tout au long de la carrière du char son talon d'Achille le plus meurtrier. Le cœur mécanique du Panther était le moteur Maybach HL230, 12 cylindres en V développant 700 chevaux. Cette puissance propulsait un engin de 45 tonnes à 55 km/h sur route, une performance remarquable pour un blindé de cette masse. Mais le moteur consommait du carburant à un rythme qui rendait les officiers d'intendance nerveux dès la lecture des premières fiches techniques. L'autonomie sur route ne dépassait pas 250 km, et en tout terrain, elle tombait à moins de 150. La boîte de vitesse AK7200, à 7 rapports avec synchroniseur sur toutes les vitesses, était un chef-d'œuvre de précision mécanique. Trop précis, trop complexe, trop fragile pour survivre aux rigueurs d'une campagne sur le front de l'Est. La moindre défaillance nécessitait l'intervention d'une équipe de spécialistes avec un équipement que les unités de première ligne ne possédaient jamais. L'arme principale du Panther était sa raison d'être véritable, le canon KWK-42 de 75 mm avec un canon de 70 calibres de longueur. À titre de comparaison, le canon du Tiger mesurait 56 calibres pour un tube de 88 mm. Le Panther emportait un tube plus long dans un calibre plus petit, et le résultat était une vitesse initiale des obus supérieure à 1000 mètres par seconde. À 1000 mètres de distance, ce canon perçait 140 mm d'acier vertical. À 2000 mètres, il perçait encore 120 mm. Aucun char allié de 1943 ne possédait un blindage frontal capable de résister à cette arme à portée de combat normale. Sur le papier, le Panther était exactement ce que Hitler avait demandé. Une machine capable de dominer tous ses adversaires à longue distance, protégée à l'avant par un blindage quasi impénétrable, rapide malgré sa masse imposante. Ce que les plans ne montraient pas, c'était ce qui allait se passer quand ces chars quitteraient les usines pour rejoindre le front. Ce que les essais sur les pistes d'Allemagne ne révélaient pas, c'était comment cette mécanique complexe et exigeante réagirait aux réalités brutales du front de l'Est. Les ingénieurs de MAN avaient créé quelque chose de brillant et de profondément fragile à la fois, une machine qui exigeait des conditions parfaites pour donner le meilleur d'elle-même. Et le front de l'Est n'offrait rien de parfait. Jamais. Le 5 juillet 1943, à 3 heures du matin, les moteurs de 200 Panthers rugissaient dans l'obscurité au sud du saillant de Koursk. Les équipages avaient reçu des discours enflammés sur la nouvelle arme qui allait briser le front soviétique et inverser le cours de la guerre. Dans les tourelles, les servants serraient les dents et attendaient le signal. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la catastrophe avait déjà commencé, avant même que le premier coup de feu soit tiré. Pendant le trajet de nuit vers les positions de départ, les colonnes de Panther s'étiraient sur des kilomètres de routes poussiéreuses. Les moteurs Maybach surchauffaient dans l'obscurité chaude de l'été ukrainien. Les tuyaux de carburant, mal positionnés lors de l'assemblage précipité en usine, frôlaient les collecteurs d'échappement portés au rouge. L'essence s'infiltrait goutte à goutte sur le métal brûlant. Les premiers Panthers s'embrasèrent silencieusement, sans avertissement, leurs équipages à peine le temps de s'extraire avant que les réservoirs n'explosent dans la nuit. Les soldats d'infanterie qui marchaient en colonne regardaient avec stupeur ces chars flambant neufs brûlés sur le bord de la route sans qu'un seul soviétique soit en vue. Quand le soleil se leva sur le saillant de Koursk, plus de 40 Panthers étaient déjà hors de combat, consumés par leurs propres entrailles mécaniques. Les survivants atteignirent les lignes soviétiques et découvrirent quelque chose que le commandement avait délibérément sous-estimé dans ses briefings. Les soviétiques savaient exactement ce qui allait venir. Depuis des mois, leurs services de renseignement avaient infiltré les cercles industriels allemands. L'USI, le réseau d'espionnage le plus efficace de la guerre, a transmis à Moscou des informations détaillées Gatel sur l'opération Citadelle, bien avant que les Panthers ne quittent leurs ateliers. Zhukov et Vasilevski avaient eu le temps de construire une défense anti-char d'une densité jamais vue dans l'histoire militaire. 6 lignes défensives successives, des milliers de canons anti-chars enterrés jusqu'au bouclier,
des champs de mines qui s'étendaient sur des dizaines de kilomètres. Ce n'était pas une position défensive, c'était un piège industriel, conçu spécifiquement pour broyer des blindés. Les panthères foncèrent dans ce piège avec la confiance aveugle que leur conférait leur blindage frontal. Et pendant quelques minutes terribles, les servants des canons soviétiques virent avec effroi leurs obus ricocher sur les plaques frontales inclinées des nouveaux chars allemands. Les pièces de 45 mm étaient inutiles de face. Celles de 76 mm ne perçaient qu'à très courte distance. Mais les artilleurs soviétiques avaient reçu des instructions précises sur ce scénario. Ils laissèrent passer les panthères, les attirèrent dans les couloirs de mines, attendirent qu'ils tournent ou manœuvrent pour éviter les obstacles. Et quand les flancs de 40 mm s'exposèrent, ils ouvrirent le feu. Un obus de 45 mm dans le flanc d'un panthère suffisait. La soute à munitions latérale recevait l'impact, les charges propulsives s'enflammaient en chaîne et la tourelle était projetée à plusieurs mètres du châssis par la déflagration. Les équipages n'avaient aucune chance. Dans certains secteurs, des colonnes entières de panthères furent détruites en quelques minutes par des canons qu'ils ne pouvaient pas voir, postés sur leurs flancs derrière des talus et dans des ravines. La longue gueule du canon de 70 calibres plongeait dans les fossés anti-chars quand les chars tentaient de les franchir, bloquant la tourelle et immobilisant la machine au moment précis où elle était le plus vulnérable. Les fantassins soviétiques équipés de fusils anti-chars approchaient alors des panthères bloquées et tiraient dans les grilles de ventilation de la poupe, là où le blindage ne dépassait pas 16 mm. La transmission donna ses premiers signes de faiblesse dès le deuxième jour. Les boîtes de vitesse AK-7200, conçues pour un char de 35 tonnes, supportaient mal les 45 tonnes réelles des panthères. Les pignons se brisaient après quelques dizaines de kilomètres de tout-terrain. Les équipages sentaient le char perdre une direction, puis l'autre, avant de s'immobiliser définitivement au milieu du champ de bataille. Appeler une dépanneuse était souvent une condamnation à mort, car les épaves immobiles attiraient immédiatement les tirs de l'artillerie soviétique. Les mécaniciens qui tentaient des réparations de fortune sous le feu mouraient à côté de leurs outils. À la fin de la première semaine de l'opération Citadelle, le bilan était catastrophique. Sur les 200 panthères engagées, moins de 40 étaient encore en état de combattre. Les services de réparation allemands travaillaient 20 heures sur 24, mais les pièces de rechange n'arrivaient pas en quantité suffisante depuis les usines. Certains chars étaient cannibalisés pour en maintenir d'autres en état de marche, pratique désespérée qui trahissait l'ampleur du désastre logistique. Guderian, qui avait pourtant cru en cette machine et s'était battu pour accélérer sa mise en service, écrivit dans son journal que le Panthère avait été envoyé au combat beaucoup trop tôt, que ses défauts mécaniques auraient pu être corrigés avec 6 mois supplémentaires d'essais et de modifications. 6 mois que Hitler avait refusé d'accorder, pressé de lancer son offensive avant que les Soviétiques ne renforcent davantage leur position. L'opération Citadelle fut abandonnée le 17 juillet 1943. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la Wehrmacht avait lancé une grande offensive stratégique et échoué complètement. L'initiative passa définitivement à l'armée rouge, et le Panthère, censé être l'arme du renversement, était entré dans l'histoire comme le symbole d'une précipitation fatale. Le 6 juin 1944, les premières vagues américaines et britanniques touchèrent les plages de Normandie. Les divisions Panzer stationnées en France reçurent l'ordre de converger vers la côte, mais la Luftwaffe avait depuis longtemps perdu le contrôle du ciel normand. Les colonnes de Panthères qui tentaient de se déplacer de jour étaient repérées en quelques minutes par les avions de reconnaissance alliés. Les Typhoons britanniques et les Thunderbolts américains fondaient alors sur les routes avec leurs roquettes et leurs canons de 20 mm. Les équipages apprirent très vite la règle absolue de survie en Normandie. On se déplaçait la nuit, on se cachait le jour sous les arbres et les filets de camouflage, et on priait pour que les nuages restent bas. La géographie normande constituait pour les Panthères un cauchemar que personne dans l'état-major n'avait anticipé. Le bocage, ce réseau dense de haies centenaires surmontant des talus de terre compacte, découpait le territoire en centaines de petites parcelles fermées. Les routes entre ces parcelles étaient si étroites que 2 véhicules ne pouvaient pas se croiser. Le canon de 70 calibres du Panthère, cette même arme qui lui permettait d'engager des cibles à 2 km dans les steppes soviétiques, devenait ici un fardeau.
Il raclait les talus dans les virages, se plantait dans les haies denses, obligeait le char à manœuvrer interminablement pour dégager son axe de tir. Dans ce labyrinthe végétal, les distances de combat tombaient à 50 ou 100 mètres, parfois moins. L'avantage balistique du Panther s'évaporait complètement. Les équipages américains de Sherman développèrent rapidement une tactique qui exploitait précisément ces contraintes. Quand un Panther était repéré dans un couloir de bocage, un premier Sherman s'avançait en face pour attirer son attention et son feu. Le Sherman de tête était sacrifié délibérément, ses servants sachant qu'ils allaient probablement mourir. Pendant que le Panther ajustait son tir frontal, 2 autres Sherman contournaient par les champs adjacents, forçant les haies avec les modifications en lames de bulldozer que le sergent Curtis Cullen avait inventées quelques semaines après le débarquement. Ils débouchaient sur les flancs du Panther à 30 ou 40 mètres. À cette distance, même le canon de 75 mm court du Sherman perçait les 40 mm de flanc du Panther sans difficulté. Les équipages allemands mouraient avant d'avoir pu faire pivoter leurs tourelles. À Villers-Bocage, le 10-3 juin 1944, le Hauptsturmführer Michael Wittmann et ses Tigers de la 102e division SS Lourdes détruisirent en une demi-heure une colonne entière de la 7e brigade blindée britannique. Cet épisode fit la une des journaux allemands et nourrit la propagande nazie pendant des semaines. Mais ce que Berlin tut soigneusement, c'est que Wittmann fut tué 2 mois plus tard dans son Tiger, encerclé et détruit par exactement la même tactique d'enveloppement que les Alliés appliquaient désormais systématiquement à tous les blindés lourds allemands. La bataille de Normandie n'était pas une série de duels héroïques en traces blindées, c'était une guerre d'usure industrielle que l'Allemagne ne pouvait pas gagner. Les pertes en Panther s'accumulèrent à un rythme que les usines allemandes ne pouvaient plus compenser. Chaque char détruit représentait des milliers d'heures de travail, des tonnes d'acier de qualité dont la production devenait chaque mois plus difficile. En face, les usines américaines produisaient des Sherman par milliers, et si chaque Sherman valait moins qu'un Panther dans un duel frontal, 3 Sherman coûtaient infiniment moins cher qu'un Panther et suffisaient à le détruire. L'arithmétique industrielle de la guerre était impitoyable, et elle jouait contre l'Allemagne depuis Stalingrad. Le 16 décembre 1944, sous un ciel bas chargé de neige, les Panzer-Divisions lancèrent leur dernière grande offensive à l'ouest. L'opération Wacht am Rhein, connue des Alliés sous le nom de Bataille des Ardennes, rassemblait les dernières réserves blindées du Reich dans un pari désespéré. Le brouillard et les nuages bas clouaient l'aviation alliée au sol, et pendant les premiers jours, l'avance allemande surprit réellement les Américains. Des unités entières furent encerclées, des milliers de soldats capturés. Les colonnes de Panther avançaient sur les routes verglacées des Ardennes belges avec une rapidité qui rappelait brièvement les grandes percées de 1940. Mais la météo changea le 23 décembre. Le ciel se dégagea brutalement, et en quelques heures, des milliers d'avions alliés couvrirent le ciel ardennais. Les colonnes de Panther qui progressaient sur les routes furent clouées sur place. Un char immobilisé sur une route forestière enneigée était une cible idéale pour un Thunderbolt en piqué. Mais ce fut la logistique qui porta le coup fatal à l'offensive. Les moteurs Maybach consumaient le carburant à une vitesse que les services d'intendance allemands, déjà étranglés par les bombardements alliés sur les dépôts et les voies ferrées, ne pouvaient pas suivre. Des colonnes entières de Panthères s'immobilisèrent sur les routes ardennaises, les jauges à 0, abandonnés par leurs équipages qui repartaient à pied vers l'est. Les soldats américains qui avancèrent après le 26 décembre découvrirent des dizaines de Panthères parfaitement intactes, sans une égratignure, abandonnés simplement parce qu'il n'y avait plus une goutte d'essence dans leur réservoir. La dernière grande offensive allemande à l'ouest s'éteignit comme une bougie qu'on prive d'air. Pendant que les Ardennes se refermaient sur les dernières illusions allemandes à l'ouest, le front de l'Est connaissait sa propre transformation radicale. Depuis l'automne 1943, les usines soviétiques produisaient en série un char que personne dans l'état-major allemand n'avait prévu. L'IS-2, nommé en l'honneur de Joseph Staline, emportait un canon de 122 mm dont l'obus pesait 25 kg. Quand cet obus frappait le blindage frontal d'un Panther, il ne le perçait pas toujours proprement. Il le défonçait. Les plaques d'acier se fracturaient en éclats qui traversaient l'intérieur du char dans toutes les directions,
tuant l'équipage avant même que la pression de l'explosion n'achève le travail. Les équipages de panthères qui survécurent à ces impacts racontèrent que le bruit était différent de tout ce qu'ils avaient entendu auparavant. Pas un claquement métallique, mais un grondement sourd, comme si le char lui-même hurlait. La qualité de l'acier blindé allemand s'effondrait en parallèle. Les bombardiers alliés avaient méthodiquement détruit les usines qui produisaient le molybdène, le vanadium et le nickel indispensables à la fabrication d'un acier blindé de qualité. Les métallurgistes allemands substituaient des alliages de fortune, maintenant les épaisseurs nominales mais perdant les propriétés essentielles. Un blindage de 80 mm fabriqué en janvier 1945 n'avait plus rien à voir avec un blindage de même épaisseur produit en 1942. Les obus qui ricochaient autrefois pénétraient désormais ou provoquaient des écaillages internes catastrophiques sans même traverser la plaque. Des équipages mouraient de l'intérieur de chars dont le blindage n'était pas percé. En janvier 1945, l'offensive Vistule-Oder mit en mouvement des millions de soldats soviétiques sur un front de 500 km. Les armées blindées du maréchal Konev et du maréchal Zhukov avancèrent de 300 km en 3 semaines, un rythme qui dépassait même les grandes percées allemandes de 1941. Les divisions équipées de panthères furent engagées en pompiers, jetées dans les brèches pour ralentir des percées que rien ne pouvait vraiment arrêter. Un panthère bien posté dans un village polonais pouvait détruire 5 ou 6 T-34 avant d'être submergé par les suivants. Les équipages allemands se battaient avec un courage que leurs adversaires reconnurent ouvertement, mais le courage individuel ne pouvait rien contre un rapport de force de 10 contre 1. Les combats de Budapest entre décembre 1944 et février 1945 illustrèrent ce paradoxe avec une brutalité particulière. Les panthères des divisions SS qui tentaient de briser l'encerclement de la ville se heurtèrent à des lignes anti-chars soviétiques d'une densité comparable à celle de Koursk. Certains équipages parcoururent des dizaines de kilomètres derrière les lignes ennemies, détruisant tout ce qui se trouvait sur leur passage, avant d'être immobilisés non pas par les obus soviétiques, mais par une panne mécanique ou un réservoir vide. La machine qui exigeait une maintenance quotidienne minutieuse pour fonctionner correctement n'en recevait plus aucune. Les filtres à air n'étaient plus changés, les niveaux d'huile n'étaient plus vérifiés, les roulements de galets n'étaient plus graissés. Les panthères mouraient de négligence forcée autant que de combat. Berlin tomba en avril 1945 dans un chaos de fumée et de décombres. Les derniers panthères opérationnels de la capitale défendirent des carrefours et des ponts contre les T-34 et les IS-2 qui progressaient rue par rue. Les équipages savaient que la guerre était perdue. Ils se battaient pour retarder l'inévitable, pour permettre à des civils de fuir vers l'ouest, parfois simplement parce qu'ils ne savaient plus quoi faire d'autre. Le dernier panthère documenté en combat sur le territoire du Reich fut détruit le 2 mai 1945, à quelques heures de la capitulation officielle de Berlin. Son équipage de 3 survivants, les 2 autres membres ayant été tués la veille, se rendit aux soldats soviétiques à pied, sans armes, épuisés. Mais l'histoire du panthère ne s'arrêtait pas là. Et c'est précisément à ce moment qu'elle prend le tournant le plus inattendu de toute cette saga. Quand les armées françaises progressèrent à travers l'Allemagne au printemps 1945, leurs unités blindées découvrirent des dizaines de panthères abandonnés dans des états très divers. Certains étaient détruits, d'autres endommagés, mais beaucoup étaient en parfait état de marche, simplement abandonnés par des équipages qui avaient fui ou s'étaient rendus. Les officiers français qui examinèrent ces machines furent immédiatement frappés par la qualité de leur armement principal. Le canon de 70 calibres surpassait tout ce que l'armée française possédait à ce moment-là. La France, dont les forces blindées avaient été reconstruites en grande partie avec du matériel américain fourni par les Alliés, n'avait rien d'équivalent en termes de puissance de feu anti-char. La décision fut prise rapidement. Les panthères récupérables seraient remis en état et incorporés dans les unités blindées françaises. Le 46e bataillon de chars de combat fut le premier à en recevoir, suivi par d'autres unités. Les mécaniciens français travaillèrent sur ces machines avec un mélange de fascination et d'exaspération. Les performances étaient indéniables, mais la complexité mécanique était épuisante. Chaque panthère récupéré était différent.
portant les réparations de fortune et les modifications improvisées accumulées pendant des années de guerre. Trouver des pièces de rechange impliquait de fouiller les épaves disséminées à travers l'Allemagne ou de les fabriquer sur mesure. Les panthères français furent déployés en Allemagne occupée pendant les années d'après-guerre, puis certains furent transférés en Indochine, où la France menait une guerre coloniale de plus en plus difficile. Dans la jungle et les rizières du Tonkin, des chars conçus pour les plaines d'Europe de l'Est patrouillaient des pistes que leurs concepteurs n'avaient jamais imaginées. Le dernier panthère français fut officiellement retiré du service actif en 1951, soit 6 ans après la capitulation allemande. L'Allemagne avait cessé de produire des panthères en avril 1945. La France les utilisait encore dans les années 50. Le char que Hitler avait commandé pour détruire l'armée rouge, que les ingénieurs allemands avaient construit en copiant leur ennemi soviétique, que les équipages de la Wehrmacht avaient conduit de Koursk à Berlin en payant un prix terrible, finit sa carrière sous les couleurs tricolores françaises, dans une guerre à l'autre bout du monde, loin de toutes les steppes et de tous les bocages qui avaient façonné sa légende. Si cette histoire vous a passionné autant qu'à nous, laissez un commentaire pour nous dire quelle machine de la Seconde Guerre mondiale vous voudriez qu'on raconte la prochaine fois. Un like aide énormément la chaîne à grandir et à produire des récits comme celui-ci. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines histoires, l'abonnement est juste en dessous. On vous attend pour le prochain épisode.